Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les villes taïwanaises. Ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de ce podcast, La ville en pratique, où on parle d'architecture, d'urbanisme et ce genre de choses. Et là, c'est l'heure d'une petite revue de presse qui nous emmène cette fois entre théorie architecturale, patrimoine insulaire, production médiatique et grands projets urbains à Taipei. Une émission où on va vous parler autant de vide que de plein, de pierres, d'images et de la manière aussi dont l'architecture continue de structurer très concrètement nos façons de voir et d'habiter, notamment pour les Taïwanais. On commence avec un article publié sur Archdaily, vous savez, ce magazine en ligne sur l'architecture. Le vide comme projet, repenser l'espace civique. Voilà, c'est clairement, le ton est donné, on est dans le concept. Un article qui s'intéresse à une notion qui est souvent invisible en architecture, eh bien, le vide. Le vide non pas comme une absence, mais plutôt comme un espace construit, pensé, dessiné, voilà, voir le vide comme un potentiel. Il s'agit ici donc des espaces ouverts, des places, des parvis, des interstices qui structurent la vie publique sans être des bâtiments à proprement parler. Ces espaces de respiration qui font tellement de bien dans des villes aussi denses que Taïwan. L'article insiste sur une idée, ces vides civiques donnent une impression de légèreté, mais reposent en réalité sur une conception qui est très précise. Et effectivement, parfois on l'oublie, mais le travail notamment des vides et des pleins est quelque chose de très complexe en architecture. Leur rôle donc central dans ces vides civiques, ce sont des lieux de rassemblement, de circulation, d'appropriation collective. C'est comme ça que l'article le présente, mais ils sont aussi fragiles. Trop définis, ils deviennent contraignants, pas assez, ils sont désertés. Ça, c'est aussi sur lequel l'article insiste. On pourrait même rajouter cette notion de rapport entre le bâti et le vide. Quand vous avez un espace public qui est beaucoup trop lâche, entouré par des bâtiments beaucoup trop bas, ça donne une expression immense de vide. Et si la densité est très faible, ça donne l'impression presque d'être d'un désert et ça ne donne pas envie de forcément de s'y installer s'il n'est pas végétalisé ou ce genre de choses. Ce que souligne l'article aussi, c'est la difficulté de concevoir ces espaces dans les villes contemporaines, souvent dominées par des logiques de rentabilité foncière. C'est le cas à Taïwan. Le vide devient alors un luxe, effectivement, avoir un parc près de chez soi. Quand le foncier est hors de prix et qu'on est dans l'une des villes les plus chères du monde comme à Taipei, si on compare au niveau des salaires moyens, ça devient véritablement un luxe d'avoir des espaces un petit peu pour souffler juste à côté de sa maison. Donc justement dans le contexte taïwanais où la densité urbaine est forte, cette réflexion résonne particulièrement. Le moindre espace libre devient un enjeu à la fois social et politique. Et comme on est sur Archdaily, on parle d'architecture. Dans cet article, il cite le Centre national des arts de Kaohsiung, le Weiwing, conçu par l'agence Mécano à Taïwan. Sa conception repose sur une vaste canopée ondulante qui s'étend entre plusieurs supports pour créer une place ouverte. De loin, le bâtiment apparaît comme une fine plaque de métal et en réalité, chaque support est suffisamment grand pour accueillir des espaces qui sont dédiés aux activités principales du bâtiment, telles que la salle de spectacle, théâtre, etc. Mais pour l'article, c'est d'illustrer un petit peu que c'est comme avoir plusieurs bâtiments distincts, abrités sous un seul toit, et il y a des vides qui sont créés là-dedans pour créer des espaces différents, pour former un espace public couvert pouvant accueillir davantage d'activités culturelles. La géométrie de la face inférieure est également conçue pour favoriser la ventilation transversale. Donc tout ça, on est dans un exemple typique de ce que l'architecture peut faire pour créer des vides et jouer notamment avec ces vides. On passe ensuite maintenant sur l'île ou l'archipel de Jinmen, l'arche de Choiliangong entre histoire et monumentalité. C'est un article qu'on doit à Inside Taiwan. Ils ont décidé de présenter un article sur l'arche de Choiliangong qui se situe à Jinmen, un monument historique construit sous la dynastie Qing qui est en hommage à un officier militaire. L'arche est réalisée en pierre avec une structure traditionnelle composée de piliers massifs et d'éléments sculptés. C'est un type d'architecture appelé Paifang, marque souvent donc des lieux symboliques, entrées de ville, sites commémoratifs ou encore des espaces honorifiques. L'article met en avant donc ici la richesse des détails sculptés ainsi que la dimension patrimoniale du site. L'arche n'est pas donc un bâtiment habité, mais c'est une structure qui vient dessiner l'espace public, ces fameux vides, en tant que repère visuel et historique. Et donc c'est toujours en place aujourd'hui. C'est conservé comme un élément de patrimoine à Jinmen, une île qui est quand même connue pour son architecture traditionnelle qui est bien préservée. Et donc ici, pas de superficie au sens classique, mais bien une présence architecturale forte inscrite dans le paysage et dans la mémoire collective. Donc voilà, c'était pour le deuxième article de cette revue de presse. Maintenant, on va parler d'architecture et de tourisme, une forme de mise en récit
Autre regard, donc cette fois médiatique, avec un épisode de l'émission Taiwan Decat 2, diffusé par Taiwan Plus. Vous savez, ce média en ligne taïwanais, donc vidéo, audiovisuel, qui produit énormément de choses qui sont principalement visibles en dehors de Taïwan, notamment des documentaires sur l'architecture. On avait déjà parlé de ça. Et là, eh bien, c'est consacré à un architecture tour de Taïwan. J'aime beaucoup le concept, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire en architecture à Taïwan pour essayer d'aller découvrir, faire du tourisme un petit peu autrement à Taïwan. Pourquoi certaines personnes préfèrent aller faire du farniente, faire de la randonnée, aller chercher de la gastronomie. Et il y en a d'autres, comme ceux qui écoutent cette émission très certainement, qui ont envie, eux, plutôt d'aller faire des détours en voiture, en moto, voire en bus, pour aller voir, que sais-je, une porte, une arche, un cimetière sublime à Ilan, ou encore ce genre de choses. Voir de l'architecture canard avec ce fameux grand talon en verre qui sert pour illustrer les mariages qu'on trouve sur la côte ouest de Taïwan, etc., etc., j'en passe. Et donc ici, le programme, ce format qui ressemble un petit peu à un format YouTube, propose un parcours à travers différents sites architecturaux donc, de Taïwan qui mêlent des bâtiments contemporains et aussi du patrimoine. C'est un type de contenu qui ne donne pas nécessairement des données techniques détaillées, puisque c'en est plutôt sur une image un petit peu feel good d'une balade qu'on pourrait faire sur l'architecture taïwanaise. Mais là, on vient mettre en image, en récit, et puis on vient aussi montrer une expérience. On a quand même beaucoup de youtubeurs à Taïwan qui vont aller déguster des plats, des nouilles, ce genre de choses, voire du tofu puant, et qui vont filmer leur réaction. Et bien là, on a un petit peu côté, on va voir un bâtiment, qu'est-ce qu'on y voit ? Donc on y voit certains bâtiments qui deviennent des destinations en soi, intégrés dans des circuits touristiques. Et ce que cela se dit aussi en gros, c'est que l'architecture taïwanaise commence à être perçue comme un objet culturel exportable, montrable, visitable, et qui peut aussi servir à faire, pourquoi pas, des formats vidéo un petit peu atypiques. Alors sans trop vous spoiler, ils se rendent à Beitou pour voir la fabuleuse bibliothèque de Beitou, qui est un bâtiment dont on a déjà parlé dans l'émission et qui a gagné tout un tas de prix. Ils se rendent aussi donc à Kaohsiung pour aussi voir une bibliothèque publique. Et puis ils vont essayer d'apprendre un petit peu sur la skyline taïwanaise, etc. Ça ne va pas très loin dans la technique, mais en tout cas c'est intéressant d'aller voir tout ça. On revient dans la capitale Taipei pour parler d'une tour résidentielle qui est signée OMA. Il s'agit du premier projet résidentiel de l'agence dans la capitale taïwanaise, en tout cas en dur, vraiment en réel. Et donc ce Metropolitan Village, cette tour résidentielle, dont on parlera, je pense, dans une émission longue dédiée uniquement à ce bâtiment. C'est une tour dont la conception repose sur une des centrales, recréer une forme de village vertical. Le concept, si vous étudiez un petit peu l'architecture dans son histoire, ça a été réfléchi par des tas de fois par des architectes. Ça donne presque des airs de Le Corbusier qui voulait tout mettre dans ses cités radieuses. Et bien là, on est un petit peu dans cet esprit-là. Plutôt que d'empiler simplement des logements, ce projet propose une organisation en volume décalé, créant des terrasses, des espaces partagés et des circulations ouvertes. La notion de village, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est résumé un petit peu comme ça. On pourrait en débattre très longtemps. Ceux qui habitent la campagne et qui écoutent l'émission s'arrachent peut-être les cheveux quand on résume la campagne à une tour avec des espaces ouverts, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc voilà, revenons à la tour. Les matériaux ne sont pas détaillés de manière exhaustive dans l'article, mais on a une approche formelle typique d'OMA. Ça repose sur une lecture volumétrique qui est forte, avec une fragmentation du bâtiment. Et en termes de programme, c'est donc un immeuble résidentiel composé de plusieurs logements, même si le nombre exact d'unités n'est pas non plus précisé dans la source. Ce qui est mis en avant, c'est la volonté de proposer une alternative à la tour standardisée en introduisant des espaces collectifs et une diversité de situations d'habitat. Alors on creusera un petit peu ça ensemble et on verra que ça a déjà été fait, c'est déjà fait beaucoup à Taïwan, notamment dans les nouveaux concepts de logements sociaux qui fleurissent dans les grandes villes, qui ont bien compris que s'ils ne logeaient pas leurs jeunes, ils ne feraient plus d'enfants et c'est une catastrophe pour la démocratie. Enfin, on va terminer sur Dessiner Taïwan, Li Chenlang en résidence. Enfin, un dernier article qui nous emmène donc du côté du dessin. On en a parlé dans l'émission il y a 2 semaines dans RTF avec l'architecte et illustrateur Li Chenlang, actuellement en résidence à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Alors je vous reparle de ça parce que je vous renvoie vers ce travail magnifique. Il y a pas mal d'articles
On peut trouver sur internet, pas assez à mon goût, qui mettent en avant cette résidence qui est assez rare et précieuse pour qu'on insiste un petit peu là-dessus. Eh bien, son travail à lui, on l'a dit, hein, consiste à représenter Taïwan à travers le dessin, l'architecture taïwanaise à travers le dessin, en documentant donc ses paysages urbains, ses bâtiments et ses transformations. Et donc, c'est à travers le dessin, on comprend comment sont faites les architectures et c'est très précieux à mon sens. Ici, on n'est pas dans la construction propre, mais dans la représentation de l'architecture. Le dessin qui est un outil d'observation, presque un outil critique. Ça permet de saisir des détails, des ambiances, des situations que la photographie ou que les plans techniques ne montrent pas toujours ou ne montrent pas de la même manière. On insiste sur ce qu'on veut avec un dessin. On peut aussi communiquer d'autres types d'émotions. C'est très 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 précieux de continuer à faire du dessin. Et l'article insiste donc sur cette dimension sensible du travail de Li Chen-Lang qui participe donc à une meilleure compréhension de l'architecture taïwanaise, non pas seulement comme un objet construit, mais bien comme une expérience qui est vécue. Et nous arrivons doucement au terme de cette revue de presse. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien.